Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Encore un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler du Rwanda et surtout le parcours que ce pays, dont certains disent perdu au cœur de l'Afrique, mais qui ne cesse de faire parler de lui 30 ans après. 30 ans après la libération de ce pays qui est passé par plusieurs époques, plusieurs périodes de triste mémoire, de 59 aux années 70 jusqu'à 94 avec le génocide perpétré contre les Tutsis. Mais 4 ans auparavant, en 1990, un groupe de jeunes rwandais se sont mobilisés et un certain 1er octobre de l'année 1990, ils ont décidé de rentrer au bercail, mais cela avec le prix qui avaient à payer pour certains leur vie pour libérer le Rwanda. C'est seulement en 1994, le 4 juillet précisément, que cela s'est concrétisé avec notamment la chute de la ville de Kigali. Aujourd'hui, 30 ans après, des observateurs aussi bien en interne ne cessent de commenter, mais également des observateurs en international ont appelé même le Rwanda en 1994 avec la fin du génocide, un pays qui avait failli, qui avait besoin d'une assistance, sinon d'un patronage de la communauté internationale. Et aujourd'hui, de nombreuses questions restent posées sur comment ce pays a su ressusciter, renaître de ses cendres, cela après une catastrophe humanitaire comme celle qu'on a connue avec notamment le génocide perpétré contre les Tutsis qui a emporté plus d'1 million de victimes, mais également d'autre part, on doit signaler plus de 2 millions de personnes qui également ont quitté le Rwanda vers l'ouest du pays, notamment dans l'ex-Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, cela semble être loin du Rwanda d'aujourd'hui. Comment cela a été possible? Qu'est-ce qui a rendu cette mission dite impossible possible, et surtout quel a été le prix et surtout la vision qui a permis la mise en place de tout cela. Dans ces studios, nous sommes avec des jeunes dont certains ont dépassé la trentaine, d'autres sont autour de la trentaine. Et aujourd'hui, ces jeunes ont une vision et également une analyse qu'ils font de leur pays. Nous sommes avec Jessica Mwiza, elle est activiste et surtout contre le négationnisme et surtout le révisionnisme du génocide perpétré contre les Tutsis. Jessica, bienvenue dans nos studios. Bonsoir. Encore un plaisir d'être avec vous. Merci. Voilà. Avec nous également, Gatete Nyilingabo Ruhumuriza, il est avocat, mais également il est chercheur, notamment dans le domaine de la gouvernance. Il est très connu, notamment sur la toile, où il est pour ses avis directs et surtout sa connaissance profonde du continent et surtout de notre région troublée depuis plusieurs années également. Bienvenue Gatete. Merci. Voilà, j'allais dire Gatete qui, pour certains, est très controversial, comme on dit en anglais, c'est ça? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Voilà, je vous l'informe. Alors, tous les deux, j'aimerais bien vous poser une question très simple. Vivez-vous le Rwanda de vos rêves, Jessica, aujourd'hui? C'est une très belle question. Je dirais oui. Et encore une fois, cette année, j'ai eu le droit à l'une de mes premières fois. Oui. C'était ma première célébration de la libération au Rwanda. Et j'ai eu un sentiment étrange. Ayant grandi en Europe, j'ai toujours vu l'uniforme militaire d'un très mauvais œil. Pour moi, c'est l'histoire des colonisations, des guerres injustes, des tueries insensées pour le pouvoir de quelques-uns. Et cette année, j'ai vu un défilé militaire et j'ai été fière et émue. Et c'est la première fois de ma vie. Voilà, il n'y a que le Rwanda qui peut procurer cela. Voilà, on va revenir sur cet uniforme que vous avez vu, Gatete, 30 ans après.
la même question que j'ai posée. Est-ce que les Rwandais, pas seulement vous, ici au studio, vous vivez le Rwanda de vos rêves? Oui et non. C'est beaucoup plus le rêve de nos... C'est Barack Obama qui a écrit un livre qui s'appelle « Le rêve de mon père ». Mais avant cela, je vais répondre à ce que Jessica dit. Les rescapés du génocide disent « Inkotanyi n'ubuzima ». C'est très profond, ça. C'est très beau, surtout. Mais c'est ce qu'elle dit, en fait. C'est les militaires, les gens... Les rescapés du génocide rencontrent les militaires rwandais qui viennent les sauver la vie. Et puis... donc, ils ont une bonne relation. Ils ont une relation d'affection profonde. Hein, et même d'affection très, très fusionnelle avec les militaires Inkotanyi. Parce que c'est ça, ils leur doivent leur vie. Et c'est vrai. Et donc, déjà, peut-être que je vis les Inkotanyi de mes rêves. Parce que je rappelle que nos parents, nos grands-parents ont connu les Inyenzi, qui n'étaient pas aussi efficaces. Ils ont connu l'armée, la garde civile belge, qui étaient des oppresseurs. Ils ont connu, et puis d'autres qui vivent au Rwanda ont connu l'armée de Habyarimana, qui était aussi des oppresseurs, comme on les voit partout dans la région. Mais donc le rêve est beaucoup plus le rêve de nos ancêtres. Nous, on l'a vu, parce que quand on arrive au Rwanda en 1994, moi j'avais 11 ans, on s'est rendu compte que ce que nos parents nous disaient était de la propagande pure, parce que ça n'avait rien à voir. Le pays où coule le miel et le lait, etc., le pays idyllique, etc., on ne l'a pas trouvé au Rwanda, on a trouvé un enfer. On a trouvé des cadavres dans les rues, on a trouvé une ville. On est arrivé à Kigali et puis on a demandé, mais où se trouve la ville? Où est la capitale? C'est où? On dit, mais vous êtes dedans. On dit, mais ça, c'est ça qu'on nous disait tout le temps, parce que dans des communautés rwandaises en exil, dans les mariages, dans toutes les cérémonies, on parlait du Rwanda. On va parler d'événements pendant 15 minutes. Pour ceux-là de la foi chrétienne, il y a également ce qu'on appelle la terre promise. Une chose est sûre, vous étiez dans la terre promise. En tout cas, ça n'en avait pas l'air. La terre promise dans le sens qu'il y avait un objectif bien déterminé de retrouver le pays des ancêtres. Et le reste, on va en parler. Qu'est-ce qui a été fait maintenant pour rendre ce pays-là qui ne vous offrait pas directement le miel et le lait dont vous rêviez Gatete. Et on va essayer un peu de comprendre également des gens qui étaient ici au Rwanda à cette époque, notamment en 1994, mais des gens qui n'étaient pas dans le confort, mais c'est des gens qui étaient traqués, dont la mort guettait minute après minute. On va écouter cette rescapée du génocide contre les Tutsis. Elle s'appelle Béatrice. Elle était dans un des quartiers de la ville de Kigali, dans la périphérie, en tout cas à Kabuga. Béatrice nous dit déjà à quoi ressemblait le 4 juillet et surtout qu'est-ce que cela signifie, la libération du Rwanda? Le 4 juillet, j'étais à Kabuga, c'est pas loin de la ville de Kigali. La veille, la nuit du 3 au 4, à Kabuga, là où on était, on a entendu des bruits, beaucoup de camions des militaires qui étaient en train de chanter, de célébrer. Comme s'il y avait un grand événement, nous sommes levés, nous sommes sortis sur la grande route Kigali-Rwamagana et nous avons rencontré beaucoup de militaires qui étaient au milieu de la route en train de danser. Nous nous sommes joints à eux et nous avons aussi célébré avec eux. Ils disaient que Kigali était tombée, que la guerre à Kigali était terminée. Nous, dans nos cœurs, on comprenait que le génocide était presque fini. Donc, on a célébré avec eux toute la nuit jusqu'au matin. Bon, au retour dans la ville de Kigali, c'était un chaos total. Il y avait une odeur insupportable à cause des gens qui étaient morts sur la route sans être enterrés, des fosses communes qui n'étaient pas couvertes. Donc, c'était un chaos total. Il n'y avait pas d'espoir de la vie, mais nous qui avions un certain âge de comprendre, on avait un total
on comprenait que les Ingotagni vont relever le pays comme ils avaient chassé l'ennemi, les tueurs. Donc on croyait en Ingotagni, on les voyait comme les sauveurs. Et moi, personnellement, j'avais un grand espoir que les Ingotagni vont reconstruire le pays. Et ils l'ont fait. 30 ans après, comme je te disais que j'avais un espoir total dans les Ingotagni, mon espoir reste. Les Ingotagni ont reconstruit le pays à partir du chaos. Aujourd'hui, on est très fiers de notre pays, de là où il est et là où il va. On est très fiers de nos militaires qui ont chassé le mal au pays et qui ont instauré la paix et la cohésion au Rwanda. Gatete Nilingabo, en tout cas, on retrouve dans le témoignage de Madame Béatrice quelques-uns de vos propos tout à l'heure. Et elle dit qu'elle avait espoir que ces jeunes gens qui arrivaient en chantant, que elle et les autres sont allés rencontrer dans les rues, sur quelle base cet espoir allait-il être fondé dans un pays qu'elle décrit être une désolation totale? Mais écoute, mais Béa et les Ingotagni, c'est une histoire d'amour. Béa est des rescapés du génocide des Ingotagni. Il y a Dieu, les Ingotagni, et puis il y a tout le reste des gens. Béa, sa vie a été sauvée. Elle était au... Je connais très bien Béa, c'est une sœur. Elle était au Sainte-Famille. Et d'autres étaient dans des plafonds, etc. Donc, ce n'est même pas quelque chose, c'est métaphysique, les relations que les rescapés ont avec les... Non, tout à l'heure, j'ai dit, elle fait partie des gens qui, minute après minute, la mort guettait les guettait, donc ils n'étaient pas sûrs de voir la prochaine minute. Oui, mais alors, la première fois, je ne vais pas entrer dans les témoignages de quand est-ce qu'ils ont vu les Ingotagni, ils ont écrit des livres, les rescapés ont d'ailleurs écrit beaucoup de livres là-dessus. Non, mais les rescapés, et nous d'ailleurs, nous, les gens qui étaient réfugiés, qui sont nés en exil, pour qui on a inventé des chansons stigmatisant. Elle, Jessica, ma sœur, qui a vécu un exil aussi, finalement. Les Ingotagni, c'est la raison pour laquelle on existe, c'est la raison pour laquelle on a un pays, etc. Donc, on est là. On est là chez nous, et puis on a gagné. Les Ingotagni ont gagné. Ils ont triomphé le mal, ils ont emmené le bien. Ce n'est même pas seulement les réfugiés. Il y a des gens qui ont été embarqués avec l'armée qui était déchue, à qui on a dit qu'ils vont être tués si les Ingotagni arrivent. Justement, c'est cette partie-là des diabolisations. Oui, mais ces gens-là aussi regardent les Ingotagni comme des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils les ont trouvés au Congo, dans des forêts, etc. Et ils les ont ramenés, rapatriés au Rwanda. Ils ont attendu qu'ils leur fassent du mal. Au contraire. Non, mais l'histoire des Ingotagni, si on en parlait, on ne peut pas... Ceux qui ne les connaissent pas, peut-être. Voilà. On peut faire une analyse beaucoup plus logique, beaucoup plus rationnelle. Nous, c'est une histoire d'amour, en fait. Voilà. Jessica, vous avez entendu les témoignages. D'une part, c'est poignant, c'est quelqu'un qui était sorti presque, qui était à la porte de la mort et qui retrouve la vie. Est-ce que vous comprenez que 30 ans après, aujourd'hui, Jessica, lorsque vous observez la société rwandaise et surtout les témoignages de Madame Béatrice, vous sentez que la société, bien sûr, on parle de la guerre de libération, mais c'est également la fin du génocide perpétré contre les Tutsis. Est-ce que c'est une société rwandaise qui a retrouvé, c'est une nation rwandaise qui a retrouvé son unité? Est-ce que c'est une nation également, un pays qui vit avec ces stigmas, je veux dire, ces cicatrices du passé? Ouais, c'est une question très complexe. La libération, ça a signifié le début de la vie. Oui. Je trouve la Renaissance, donc. Oui, c'est vraiment une pulsion de vie. Déjà, je pense qu'il a fallu ça pour que des personnes très jeunes quittent leur pays, leur exil,
ou même des fois le Rwanda pour rejoindre une guerre de libération excessivement dangereuse. Ouais. Je pense que pour certaines générations, ça paraît normal. On se dit oui, les Nkotani, ils sont venus, ils ont libéré, comme si c'était évident. Mais c'était faire face à la mort. Je pense qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens, leur propre famille, qui leur disaient « vous êtes fous, vous allez à la mort ». Et ils l'ont fait parce que c'était un jaillissement de vie contre le projet de génocide qui est la fin même de l'humanité. Et je pense que sur cette base, la société ne pouvait que se reconstruire dans le droit chemin. Ce n'est pas comme si, comme les négationnistes le disent tout le temps, la guerre de libération avait lieu pour le pouvoir, pour l'argent, pour le contrôle. Ça n'aurait pas fonctionné. On n'aurait pas eu le pays qu'on a aujourd'hui si le but était le contrôle, l'argent, la domination. C'était une vraie pulsion de vie, une vraie pulsion d'humanité. Et c'est ce qui fait que la majorité des Rwandais aujourd'hui ont cette occasion-là de penser leurs cicatrices, comme vous le dites. Pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres. Bien sûr, ça dépend des histoires, des circonstances. Quand on parle de l'immédiat après génocide, j'ai toujours une pensée pour ma mère, qui depuis cet exil français, elle a pris ses billets d'avion pour aller au Rwanda, pour chercher ses proches. Et elle n'a trouvé que des cadavres enterrés. Et pour elle, il n'y a pas eu de renaissance ensuite. Donc, c'est une question très délicate. Bien sûr qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est plus difficile, c'est trop difficile de se reconstruire, mais au moins, dans un projet global de société, les choses sont possibles pour tout le monde. Les choses sont possibles, contrairement à ce que peut-être certains disent qu'il s'est agi d'un miracle. Il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé là-dessus. Également, il a demandé à certains de travailler et surtout de se sacrifier, comme on va le suivre dans ce reportage de Kassim Youssouf. C'est notamment le président de la République qui s'exprimait sur ce que signifiait cette lutte de libération, mais également du pas franchi par le Rwanda et le sacrifice qu'il a fallu consentir. Suivons ce reportage. C'est par une parade des forces rwandaises de défense et de la police nationale riche en couleurs qu'a débuté la cérémonie marquant le 30e anniversaire de la libération du Rwanda et l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 dans un stade Amahoro rénové archi-comble. 3 decades ago, au cours des 30 dernières années, cet immeuble a servi de refuge aux Rwandais des alentours et beaucoup ont été secourus. Beaucoup ont été secourus par les membres de l'ex-APR et nous leur témoignons notre gratitude. Cet acte de secourir ceux qui étaient massacrés a été fait beaucoup de fois un peu partout dans le pays. Ce 4 juillet, nous exprimons notre reconnaissance à ceux qui ont libéré le Rwanda et nous rendons hommage à ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Étaient présents à cette cérémonie le corps diplomatique accrédité au Rwanda et des délégations venues d'autres pays, notamment le Sri Lanka, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Le président de la République et commandant suprême des forces rwandaises de défense, Paul Kagame, a souligné que le Rwanda se trouve là où il n'a jamais été par rapport à tous les jours passés et a salué l'armée patriotique rwandaise qui a libéré le Rwanda car elle a accompli un travail gigantesque qui a fait que le pays réalise le développement qu'on observe actuellement. Le chef de l'État a également indiqué que les forces rwandaises de défense ont été davantage proches des Rwandais dans le processus de leur développement général, notamment dans l'octroi de services de santé.
À propos de la sécurité, le président de la République a fait observer que les forces rwandaises de défense continuent à la préserver parce que le Rwanda sait très bien ce que signifie le manque de sécurité. By nature, Rwandan security posture has always been defensive. Naturellement, la priorité du Rwanda en matière de sécurité est défensive et non offensive. Nous agissons seulement lorsque le trouble nous tombe dessus. Nous privilégions les opérations et le travail en commun. Le Rwanda recherche la paix pour eux-mêmes et pour tout un chacun dans notre région. Nous savons la valeur de la paix plus que quiconque autre, et peut-être encore plus. S'il y a besoin d'une action humanitaire, le Rwanda ne sera pas absent. Cependant, la solution à pareille crise, c'est fixer les causes premières engendrées par des problèmes politiques. La réponse humanitaire ne peut pas remplacer les solutions issues de la politique. Humanitarian response cannot substitute for political solutions. Le président de la République a fait savoir que la libération est un choix comme les Rwandais l'ont fait et que rien au monde ne pourra altérer cet objectif des Rwandais. La politique actuelle du Rwanda repose sur la redevabilité, a-t-il souligné, et que tout le monde vive dans l'épanouissement sans aucun dérangement, ajoutant que s'il y a ceux qui ne comprennent pas la politique du Rwanda et son développement et qui se servent des réseaux sociaux pour diviser les Rwandais, ils ne parviendront à rien parce que les Rwandais savent ce qu'ils désirent en se référant à leurs valeurs morales. Le chef de l'État a exhorté les Rwandais à rester davantage prudents comme ils l'ont démontré au cours des 30 dernières années après la libération du pays. Le président Kagame a indiqué aux jeunes que l'avenir du pays leur appartient et qu'ils ont le rôle d'exploiter les opportunités existantes et développer le pays. I'm addressing this message in particular. J'adresse ce message surtout aux jeunes de ce pays en insistant sur ceux qui sont nés au cours des 30 dernières années. La préservation de ce pays vous appartient. Vous devez vous battre pour lui, pour qu'il soit prospère. Il est important de le répéter. La vraie libération commence lorsqu'il n'y a plus de sifflement de balles. The liberation generation to take us further. Le chef de l'État a fait observer que le Rwanda suit une bonne direction et que le combat actuel est de vaincre la pauvreté et de ne pas fixer le regard vers les autres, mais que cela ne sera possible que si le sifflement des balles n'est plus entendu. Merci beaucoup à Kassim Youssouf. Gatete, vous avez suivi les propos du chef de l'État, qui était également le commandant des forces de l'armée patriotique rwandaise de l'époque, qui était donc l'armée libératrice, qui était donc, il était aux commandes. Mais Gatete, vous, pas seulement le Rwanda en tant que votre pays, mais vous avez suivi également d'autres luttes de libération en Afrique et même ailleurs. Qu'est-ce qui est le plus difficile après la prise du pouvoir ou après avoir chassé le mal du pouvoir et quand on est face maintenant à la gestion d'une nation déchirée comme ça a été pour le Rwanda? Vous avez décrit en arrivant ici au Rwanda, à Kigali, la capitale, qu'il n'y avait rien devant vous, vous demandiez où se trouvait la capitale. Alors, lorsqu'on se met à la place des autorités, par où on doit commencer? Qu'est-ce qui est le plus difficile déjà après une telle situation? La particularité de la victoire, c'est qu'il n'y a pas eu de perdants dans cette guerre. Il y a eu la victoire du FPR, Imotani, mais c'était la victoire des Rwandais. En fait, le mot en français et en anglais ne rend pas justice parce qu'en Kinyarwanda, on dit kwibohora. Ce n'est pas libération, c'est auto-libération. C'est très différent. Il n'y a pas des gens qui sont venus nous libérer. Nous nous sommes libérés de nous-mêmes. Philosophiquement, c'est très différent. Une libération, une auto... Nous kwibohora. Nagoro kubohorwa.
Parce que libération signifie Kubohorgwa. Mais le 4 juillet, c'est Kwibohora. Les Rwandais se sont auto-libérés. Vous faites, si je dois, comparaison n'est pas raison, vous faites nuance entre juin 44... juin 44 ou Rwanda 59. Et Rwanda 59. Etc. Il n'y a pas eu de perdants. D'ailleurs, non seulement il y a une idéologie qui a été vaincue, une idéologie de la mort, de la discrimination, de la ségrégation, de la stigmatisation, une idéologie de l'exil, de refuge, de réfugiés, etc. Tout cela a été vaincu. Nous avons une nouvelle idéologie d'unité, comme le président dit, de redevabilité, de transparence, d'ambition, de regarder loin, etc. C'est une idéologie qui a été vaincue, tandis que les gens se sont tous libérés. Le FPR nous a donné la force psychologique, mentale, intellectuelle, physique, etc., de nous libérer nous-mêmes. C'est pour ça que, ensuite, comme nous sommes libérés nous-mêmes, nous sommes tous au pouvoir. Comprenez? Nous avons tous pris le pouvoir. Aujourd'hui, si vous regardez le pouvoir du Rwanda, c'est un pouvoir partagé par tout le monde, toutes les couches de la société rwandaise. Les résultats de ça, c'est quoi? C'est que le nouveau visage de Inkotanyi aujourd'hui, c'est Jessica. C'est des gens comme Jessica. C'est elle. Enfin, déjà, la guerre a changé de face. Quand le président parle des jeunes de moins de 30 ans, mais de qui il parle? C'est un message quand même, il a été spécifique. On va revenir sur Jessica. C'est ça. Donc, comme c'est une autolibération, donc finalement, ce n'est pas des gens en armes et en tenue militaire qui sont venus nous libérer. Et ensuite ils nous ont donné la force de nous libérer nous-mêmes. C'est pour ça que les étrangers, même nos ennemis, se disent que Kagame a une grosse armée numérique, armée ceci. Mais ils ont bien raison. Seulement, on ne le fait pas pour Kagame, on le fait pour nous-mêmes. Parce que nous nous sommes auto-libérés. L'armée rwandaise, c'est 13 millions de gens. Ce n'est pas les 30 000 militaires qui sont payés chaque mois. L'armée rwandaise, c'est 13 millions de gens. Parce que nous nous sommes auto-libérés. Et nous continuons à nous auto-libérer nous-mêmes. Et les jeunes de 30 ans, les moins de 30 ans, justement, les Jessica, c'est eux, les généraux de nos jours. Voilà, maintenant, pour revenir sur le point de savoir c'est quoi le plus dur après avoir chassé le mal et qu'on doit maintenant mettre en place le bien ou réconcilier tout un peuple. Peut-être, je reviens là-dessus tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on puisse s'attarder un tout petit peu sur le message spécifique et bien précis à la jeunesse de 30 ou moins de 30 ans. Le président de la République a réservé cette partie exclusivement pour vous. Jess, vous vous sentez investi d'une mission qui vient d'un homme qui a tout vu dans sa vie et qui aujourd'hui s'est dit clairement qu'il y a des gens qui doivent poursuivre également cette mission, qui doivent l'accompagner et surtout être à la pointe. Pour moi, la guerre de libération, c'est aussi une résistance. Je commence par ça parce que ça m'a toujours intriguée. Une résistance? Oui, au génocide. Okay. Parce que dans les genocide studies, dans toutes ces discussions-là, des fois on nous dit mais vous, au Rwanda, il n'y a pas eu de résistance, ou résiduellement. Bon, déjà on leur répond par les faits, il y a eu Bicécéro, il y en a eu d'autres, mais intrinsèquement, la guerre de libération, tout ce qui s'est produit, les négociations politiques, la guerre de libération en elle-même, c'est une résistance à l'idéologie génocidaire. Et cette résistance-là, on se doit de la continuer parce que l'idéologie n'est pas morte. Le négationnisme est là, la haine anti-Tutsi est là, partout dans le monde, plus violemment chez nos pays voisins, mais aussi en Europe. Et on se situe, nous, nos générations, sur le dos de géants qui ont fait cette chose quasi impossible de se battre en guérilla contre une armée bien dotée, financée, appuyée de l'extérieur. Et voilà, nos générations ne peuvent pas juste contempler ça, dire merci, faire un tweet par an lors de Heroes Day, un autre tweet par an lors de Kwibohora et se dire « c'est bon, j'ai fait mon travail ». C'est pas possible. Il faut qu'on soit un minimum
à la hauteur, si c'était possible, de ces combattants de la liberté. Et donc, ça nécessite de, premièrement, se renseigner, apprendre l'histoire de toutes les manières possibles et imaginables. Ceux qui n'aiment pas lire ou qui ont perdu la patience ou l'attention nécessaire pour lire 600 pages, il y a des documentaires, il y a des vidéos YouTube, il y a la parole de nos aînés. On peut questionner les personnes qui nous entourent dans nos familles, dans les familles de nos amis. C'est possible. Et une fois qu'on a ce bagage construit, il faut alors continuer cette résistance sur toutes les plateformes possibles et imaginables, empêcher la propagation du négationnisme, mais aussi de la continuation du discours de haine qui malheureusement est partout et prend des formes nouvelles. À chaque fois qu'on attaque un discours de haine ou négationniste, ils nous écoutent, ils nous lisent, ils nous regardent et ils disent « la prochaine fois, je ne le dirai pas comme ça, je vais changer de stratégie ». Donc il faut aussi être proactif. C'est tout un tas de choses à mettre en place pour nos générations, ce n'est pas rien. Il faut s'y atteler maintenant et très fort. Gatete, tout à l'heure, je disais que vous avez suivi la lutte ou les luttes des libérations un peu partout en Afrique et même ailleurs. Tout à l'heure, elle a évoqué quelque chose de très important, les freedom fighters, ou les combattants de la liberté. Qu'est-ce qui est le plus dur dans la transmission de la mission? C'est vrai, le chef de l'État, il dit la jeunesse, ceci vous concerne. Et alors, en pratique, qu'est-ce qui se fait au Rwanda? Lorsque, par exemple, on analyse, il y a le discours du chef de l'État, mais en pratique, il y a des pratiques mises en place aujourd'hui. Comment est-ce que les aînés transmettent cette mission ou investissent la jeunesse de ces responsabilités-là à pouvoir justement prendre à bras-le-corps cette mission-là, parce qu'on dit à lutte continue, à la lutte continue, dans quel sens, par quelle pratique? Dans ma jeunesse, maintenant je ne suis plus parmi les Non, non, quand tu étais quand même, vous êtes toujours jeune, arrêtez. Je suis allé au parti, au Frélimo, et j'ai passé beaucoup de temps au Frélimo à Maputo, et à l'ANC en Afrique du Sud. J'en ai parlé d'une manière différente. Quand tout le monde gagne, en fait, vous savez ce qui se passe. Quand il y a un pays où il y a des perdants, vous avez des enfants qui sont plus privilégiés que les enfants. À Kigali, tous les enfants ont les mêmes privilèges, ont les mêmes, etc. Mais sinon, on aurait des généraux, soi-disant libérateurs, qui ont accès. Et cela a été tenté. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs des généraux qui vivent en exil, parce qu'ils n'ont pas voulu suivre la ligne de conduite la philosophie du FPR. C'est qu'il y a des gens qui voulaient se dire, nous sommes les libérateurs, nous sommes les gagnants, nous devons être au-dessus de la loi, nous devons être au-dessus des règles, etc. Mais quand vous faites cela, qu'est-ce qui se passe? Là, vous évoquez également la tendance à pouvoir dire, OK, on a gagné, on a pris le pouvoir, c'est le gâteau, il va falloir se le partager, nous les vainqueurs. Nous les vainqueurs. Nous les libérateurs. Mais au Rwanda, encore, je répète... Ça a été dur pour certains? Non, c'est pour ça que c'est philosophique. Et les sages rwandais disent que tout est dans les mots, tout est dit, mais les gens ne méditent pas sur les questions. Quand on dit Kwibohora, on ne dit pas Kubohorgwa. Nous sommes tous libérés. Donc vous ne pouvez pas vous appeler libérateur, vous, parce que nous sommes tous libérés. Donc nous avons tous les mêmes privilèges et les mêmes devoirs. Donc au Rwanda, il n'y a pas une communauté, un quartier, un groupe de gens qui sont des libérateurs, qui ont des privilèges spéciaux par rapport à une autre couche de Rwandais qui sont les libérés ou les vaincus ou les machins. Nous nous sommes tous auto-libérés. Donc, du coup, la différence avec d'autres partis dont je ne vais pas citer, j'ai cité le Frélimo et l'ANC, mais ce n'est pas sur cette question-là, mais c'est parce que je suis allé voir, etc. Mais au Rwanda, nous sommes tous égaux. Les enfants, d'ailleurs, les premières actions, il faut voir le parcours du FPR et de l'armée patriotique rwandaise. En 1991, la première attaque la plus importante, ils attaquent le camp de Ruhengeri où Habyarimana gardait les opposants politiques. Ils libèrent tous les opposants politiques, cousins, membres du MRND,
camarades du 5 juillet, soi-disant qui l'ont aidé à faire le coup d'État. Ils les libèrent. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils les mettent tous dans les bureaux politiques directeurs du FPR. L'un d'entre eux devient président, chairman du FPR, Alexis Kanyarengwe. Mais ceux-là, ce sont des politiques. Donc, politiquement, le FPR s'intègre. Ce n'est pas un mouvement Tutsi, ce n'est pas un mouvement des exilés, c'est un mouvement rwandais et qui a des membres de toutes parts. Ensuite, en 1994, aussitôt que le 4 juillet, aussitôt le FPR prend le pouvoir, ils intègrent un millier de militaires de l'armée d'Habyarimana vaincue. Immédiatement, l'un d'entre eux deviendra chef de la gendarmerie, un autre adjoint du chef de l'armée, etc., etc. On parle dès le 5 juillet 1994. Mais qu'est-ce que cela signifie? Quel est le message que cela envoie? Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. C'est une idéologie qui a été vaincue. L'idéologie du génocide a été vaincue. L'idéologie de l'exclusion, du régionalisme, les Banyendouga, les Bakiga, etc., c'est ça qui a été vaincu. Mais tandis que les êtres humains, tous les Rwandais, se sont tous auto-libérés. Le FPR est un catalyseur. C'est un mouvement qui nous a permis de nous libérer nous-mêmes, mentalement, physiquement, etc. C'est pour ça que je vous dis que tout le monde se sent investi. De cette mission? De la mission, mais aussi du pouvoir. Vous savez, Jessica habitait en France, moi je lisais, elle parlait du Rwanda comme si elle était ambassadeur du Rwanda nommé... Voilà, par le gouvernement. Moi je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Voilà. Pourquoi elle s'est sentie? Pourquoi? Est-ce que vous connaissez quelqu'un un citoyen de notre pays, ici dans la région, qui habite, qui n'a jamais mis les pieds dans le pays, qui parle de son pays, etc.? Vous allez avoir du mal à en trouver. Pourquoi est-ce que nous nous sentons investis des pouvoirs? Pouvoir diplomatique, pouvoir représentatif de notre pays. Pourquoi? Parce que justement, nous nous sommes auto-libérés. Le Rwanda, j'ai les mêmes droits que n'importe quel autre Rwandais, alors que moi, je n'ai pas pris les armes pour combattre. Quelqu'un dont les parents ont été membres du gouvernement de Habyarimana a les mêmes droits que quelqu'un dont les parents ont été des libérateurs du FPR. Exactement les mêmes droits, privilèges et même pouvoirs. C'est cela l'autolibération, c'est cela la particularité du FPR, à mon avis. Voilà. En termes maintenant de chiffres et de réalisations, c'est vrai, il y a eu le 4 juillet, il y a 30 ans, c'est un processus qui continue. Voilà, la thématique de cette année, on dit le parcours continue. The journey continues, c'est-à-dire ce n'est pas un acquis, c'est vraiment quelque chose de continuel dans le temps. Et cela laisse entrevoir et surtout comprendre la mission qui est celle de continuer à bâtir sur des bases solides. J'aimerais bien, en termes de réalisation, inviter quelqu'un qui est passé par différentes responsabilités au niveau du gouvernement, mais également dans la diplomatie rwandaise, parce que c'est l'une, en tout cas, des particularités du Rwanda aujourd'hui, sa diplomatie par rapport à la région et également au monde. Il s'agit du docteur Charles Murigande qui parle de certaines réalisations et du Rwanda et surtout de comment est-ce que le Rwanda est perçu par le concert des nations. Si on regarde où était le Rwanda en 1994 et où nous sommes aujourd'hui, très peu pourraient reconnaître le Rwanda. Je me rappelle qu'en termes d'éducation, par exemple, en 1993, il y avait moins d'1 million d'enfants dans l'école primaire. Aujourd'hui, on en a plus de 3 millions. Il n'y avait que 50 000 étudiants à l'école secondaire. Aujourd'hui, on a presque 1 million d'étudiants à l'école secondaire, si pas plus. On n'avait que moins de 5 000 étudiants à l'université. Aujourd'hui, on a plus de 120 000 étudiants au niveau supérieur. Si vous regardez dans le domaine de la santé,
il y avait très peu de dispensaires, très peu de centres de santé, très peu d'hôpitaux. Aujourd'hui, on a dans presque toutes les unités, les entités administratives, on a au moins un poste de santé. Et quand l'entité administrative s'agrandit, on a un centre de santé. Puis quand elle devient plus grande, on a un hôpital et des hôpitaux de plus en plus bien équipés et avec des médecins qui sont très compétents, à tel point qu'on a maintenant des gens qui viennent se faire soigner au Rwanda à partir des pays limitrophes. Dans le domaine de l'énergie, par exemple, en 1994, il y avait que moins de 6% de Rwandais qui avaient accès à l'électricité. Aujourd'hui, on a plus de 72%. En termes d'accès aux communications, je me rappelle qu'en 1994, il y avait moins de 10 000 Rwandais qui avaient accès au téléphone. Aujourd'hui, le téléphone est devenu accessible à tout le monde. Il y a plus de 9 millions de gens qui ont un téléphone. Je pourrais encore énumérer d'autres réalisations, mais la plus grande réalisation, à mon avis, c'est le fait que les mentalités ont changé. Les Rwandais ne se considèrent plus comme des êtres inférieurs, comme dans le passé, qui devaient vivre de la générosité des gens. Aujourd'hui, les Rwandais sont devenus fiers d'eux-mêmes. Le docteur Charles Muligande. Jessica, tout à l'heure on parlait de votre parcours et surtout du temps que vous avez passé en Europe. Tout à l'heure Gatete en a parlé. Est-ce que vous vous retrouvez dans les propos du docteur Charles Muligande? C'est une nation qui a retrouvé sa fierté et on peut dire que c'est parmi les choses qui vous ont ramené au pays pour dire, écoutez, je dois mettre ou contribuer à cet édifice? Oui, il y a des projets très marquants dans ce sens-là. Par exemple, la région du Bugesera, ça m'a marqué récemment à quel point c'était une terre de désolation, une terre de déportation, une terre qui était faite pour que les Tutsis y meurent. Ah, je retrouve quelques paroles de vos derniers tweets. Oui, exactement. Et le fait que dans la continuation de ce projet révolutionnaire de la libération, ce soit en train de devenir un hub international, littéralement. C'est quelque chose qui est au-delà de « on a retrouvé notre pays » et on le reconstruit, on se maintient, c'est beaucoup plus que ça. Pour vous, cette région de Bugesera, qui a été quelque part le Auschwitz d'une certaine époque au Rwanda, où on envoyait les gens pour y retrouver la mort, pour vous, ça symbolise également ce retour-là à la vie? Oui, ça symbolise surtout la dignité. Ça veut dire vraiment, vous avez voulu nous tuer, nous envoyer là-bas pour mourir. Cet endroit, nous allons le magnifier. Pas juste le rétablir, le magnifier. Et il y a plein d'autres exemples. Il y a 2 semaines, j'étais avec des médecins pour faire le tour des facilités de soins en santé mentale de Kigali. Et il y a quelque chose qui m'a marquée. Certes, nous avons encore d'énormes challenges sur le domaine de la santé, mais en termes de suivi social, quand on dit que nous avons retrouvé notre humanité, c'est pareil. Nous ne l'avons pas juste retrouvée, nous l'avons magnifiée. Pour chaque problématique, handicap, maladie mentale, être sans domicile fixe, il y a toujours une structure dans la société qui va prendre la personne en charge. Elle ne sera pas laissée dans la rue. Elle ne sera pas laissée à mourir de faim, à se dégrader.
Et ça, c'est le respect ultime de l'humanité, au-delà de stopper la guerre, au-delà de stopper les vengeances. C'est vraiment être un tout, un corps social qui prend en charge surtout ses plus faibles éléments. C'est aussi pour ça qu'on a des groupes consultatifs, des femmes, des personnes âgées, des personnes handicapées. Et personnellement, c'est ce qui m'a donné envie de contribuer. Voilà. Parce que, comme je l'ai souvent dit auprès de vous ici, j'ai commencé par le militantisme antiraciste parce que j'étais vraiment prise par toutes ces inégalités criantes en Europe. Ça me touchait, je voulais comprendre pourquoi, comment y pallier. Et en fait, j'ai fini par comprendre que l'action est possible dans une société qui met ça comme un projet politique prioritaire. La dignité, l'humanité, retrouver notre humanisme à tous, sans que ce soit juste des slogans, mais que ce soit une politique déployée dans chaque domaine de l'État et à chaque niveau national, régional, district, quartier, village. C'est ça qui m'a donné envie de contribuer. Ça, c'est très important. On comprend justement, vous êtes un exemple de milliers d'autres Rwandais revenus au pays pour contribuer justement, accompagner cette vision-là de reconstruire et surtout de bâtir une nation. Mais parmi les grandes missions, les grandes priorités, la question de la sécurité a été fondamentale. Gatete, tu vas me permettre, c'est juste après cet élément que j'aimerais bien qu'on parle, qu'on échange avec toi. On va suivre cet élément justement de la question fondamentale de la sécurité, de ce qu'elle a été pour le Rwanda pendant les 30 dernières années. Ça n'a pas été un terrain balisé, c'est une situation continue et continuelle. La sécurité, c'est d'abord une priorité pour le Rwanda. Les infiltrés ont imposé aux habitants des anciennes préfectures de Kibuye, Gisenyi, Kigali-Ngari, Ruhengeri et une partie de Gitarama ne sera jamais oubliée. Depuis 1996, des infiltrés composés d'éléments des ex-FAR, de la milice Interahamwe et Impunzi Mugambi qui avaient exécuté le génocide perpétré contre les Tutsis ont en effet mené des attaques sur le sol du Rwanda afin de parachever leur programme de génocide. La population des régions ayant vécu ces attaques disent que ces criminels l'avaient prise en otage. Il a été nécessaire que nous quittions les zones des montagnes où on accomplissait inutilement des tâches domestiques pour des gens qui ne faisaient que se promener avec des fusils en bandoulière et qui nous empêchaient de cultiver nos champs. Par après, il a été nécessaire de séparer les habitants des infiltrés et nous avons été installés dans cette plaine dans un camp et nous avons déraciné les plantations de bananeraies où ils se cachaient. Il y a des citoyens qui s'étaient réfugiés et avaient été pris en otage par les ex-FAR et amenés dans les forêts du Congo. Ils entraient dans les maisons où nous vivions pour piller nos biens. Ils n'acceptaient pas que nous puissions rentrer et moi, j'ai pris la décision de revenir au pays avec mes enfants sans que personne ne le sache. Depuis que les forces rwandaises de défense ont rétabli la sécurité dans ces zones qui étaient sous le joug des infiltrés, des activités de développement ont été mises en place. Lorsque je suis arrivé ici au Rwanda, je me sentais perdu et j'avais peur parce que je ne savais pas par où commencer. Mais quelques jours après, j'ai constaté que la femme au Rwanda a retrouvé sa dignité et que le Rwanda jouit de la paix. J'ai passé toute une année sans attendre aucun sifflement de balle et j'ai dit Amen et je remercie le président de la République qui exhorte les réfugiés à rentrer et ces réfugiés sont bien accueillis et retrouve la sérénité. Le district de... Voilà, Gatete, c'est très important, c'est des habitants de quelques zones, même après la libération, c'est des zones qui ont connu 3 ou 4 ans
d'insécurité quand même, notamment l'ouest du pays. On va dire aujourd'hui que c'est un pari gagné pour le Rwanda, la sécurité très fondamentale pour son développement. Oui, en fait, c'est la première fois que je l'entends sur cette formule-là. Comme Jessica l'a dit, un projet, dignité humaine comme projet politique. Ça résume le combat des 30 dernières années. Quand vous parlez de sécurité, vous ne pouvez pas parler de dignité humaine si les gens ne sont pas en sécurité. Le Rwanda, vous savez, les Rwandais, et d'ailleurs vous allez voir dans les médias internationaux et partout, il y a des gens qui vivent encore en exil pour une raison ou une autre, les génocidaires qui sont cachés, qui disent les Rwandais sont encore pauvres, les Rwandais sont désolés, les Rwandais sont désespérés, etc. On veut réduire le Rwandais à un être humain désarmé, faible, pauvre, insignifiant. Mais c'est contraire au projet du FPR. Parce que le FPR Inkotanyi, justement, la libération, l'auto-libération, c'est cette dignité humaine-là. C'est vrai qu'il y a encore de pauvres, nous avons réduit considérablement la pauvreté, nous en sommes à moins de 15% maintenant. Mais surtout, le Rwanda est un pays-providence. À l'époque, il y avait un groupe de gens qui devaient étudier. Aujourd'hui, il est illégal. Vous allez avoir une amende si vous n'avez pas envoyé votre enfant à l'école. Il est illégal de ne pas envoyer votre enfant à l'école. Il est illégal de ne pas avoir d'assurance maladie, de mutuelle de santé. Il est illégal. Donc, l'éducation est universelle. L'éducation de base signifie école primaire, secondaire. Non seulement universelle, mais obligatoire et gratuit pour ceux qui ne peuvent pas etc. Ça, c'est l'éducation. C'est pareil pour la santé. Chaque enfant doit boire du lait. À l'école. Et à la maison. Et à la maison. Donc, il est illégal pour un parent de ne pas donner du lait à son enfant. À l'époque, c'était pour peu de gens, les privilégiés, donc on excluait des gens. Aujourd'hui, on force les gens à ce que chaque enfant... En fait, c'est ça le projet. Nous sommes pauvres, c'est vrai, mais nous ne sommes pas... Malheureux. Malheureux. Nous avons quelques... Alors, pourquoi nous arrivons à ces histoires, à toutes ces réalisations? Nous sommes un pays de volontariat, de volonté. Nous sommes un pays des gens auto-libérés. Pourquoi? Parce que quand les gens regardent nos réalisations, regardent notre budget annuel, ils disent, mais ces gens... Donc vous combinez sécurité alimentaire à la sécurité en général. La sécurité, c'est la dignité humaine comme projet politique. C'est pour ça que je vous dis que quand vous regardez le produit intérieur brut du Rwanda, il ne représente qu'environ, à mon avis, personne n'a jamais étudié ça parce que ce n'est pas possible de le prouver, il représente, à mon avis, à peu près 40% du vrai produit intérieur. Parce que le plus grand produit que nous produisons, nous donnons à notre pays sans attendre une contrepartie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la citoyenneté active. C'est les vrais citoyens, en fait. Parce que dans d'autres pays, quand vous avez un certain groupe de gens qui se sentent exclus, qui se sentent discriminés, qui se sentent perdantes, ils ne participent pas au projet de société pour promouvoir cette dignité humaine dont Jessica parlait tout à l'heure. Voilà, en tout cas, on comprendra que, comme les grands révolutionnaires l'ont dit, la lutte continue, c'est-à-dire la lutte continue, c'est une libération d'esprit et surtout une libération qui continue dans tous les aspects de la vie au quotidien. Merci en tout cas à tous les deux, Gatete et Jessica, pour nous avoir partagé quelques-unes des idées qui ont permis au Rwanda de se projeter vers l'avant et surtout à tous les autres reporters qui nous ont permis également d'avoir d'autres échos, des gens qui n'ont pas été ici au studio. Sinon, Majuscule Propos, c'est une émission qui vous revient chaque dimanche. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes qui nous ont permis de vous attendre chez vous. Et à mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour Majuscule Propos.